Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez L24 News. Bienvenue à Préface, votre émission consacrée à l'édition du livre. Ce soir, nous recevons un invité qui refuse les étiquettes et les raccourcis, ingénieur, auteur, créateur de contenu et producteur d'émissions inclusives. Monsieur Malik Amal interroge depuis quelques années déjà les questions d'identité, d'appartenance et de mémoire dans une société en quête de repères. Il est l'auteur de 2 essais, extrêmement, percutants, L'arabe français, Le vertige du rejet et plus récemment, Se libérer de la charge raciale. Des ouvrages à la fois intimes et universels, qui nous invitent à penser autrement notre rapport, à l'autre et à nous-mêmes. Bonsoir, monsieur, Malik Amal, bienvenue dans Préface. Bonsoir Imen, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir en Algérie et c'est un grand honneur aujourd'hui d'être reçu sur Al24 News. Merci. Merci à vous. Alors, avant de parler, de vos livres, un mot sur votre, parcours. Vous êtes ingénieur, de formation, mais aussi auteur et producteur d'émissions. C'est un profil quand même qui est assez, singulier. Comment ces univers, la science, la littérature, la création, dialoguent-ils chez vous? Alors, c'est une très bonne question. Je me la suis même posée moi-même. Alors, il y a deux réponses à ça. La première, c'est que je suis hyperactif. On en a parlé un petit peu en off. Donc, j'ai besoin de faire plusieurs choses. Et en réalité, tout ce qu'on fait dans la vie est interconnecté. C'est-à-dire qu'il y a toujours une raison pour laquelle vous faites quelque chose. Si j'ai écrit des livres sociologiques et donc je suis aujourd'hui auteur, c'est parce que j'avais besoin de raconter des traumatismes, j'avais besoin de raconter une vision de la société que j'avais observée en tant que enfant d'immigrés, personne racisée vivant en France. Si j'ai produit des émissions de télé inclusives, c'est parce que j'avais observé la société française et les médias français qui nous invisibilisent au quotidien. Et donc, je me suis dit, si on n'est pas invité dans les médias, peut-être que c'est à moi de créer un média et de montrer les personnes qui me ressemblent et qui réussissent. Et je parle bien des personnes racisées nées en France et qui ont grandi en France. Et donc, tout ça est interconnecté en réalité. Et donc, quand on les met effectivement bout à bout, on peut dire ça fait beaucoup de choses, mais en réalité, ce sont des suites logiques. Mais, vous avez expliqué que l'écriture est venue comme un besoin de sens, presque une nécessité. Dites-nous à quel moment, avez-vous, compris que vous aviez justement, quelque chose à dire ou même à partager au-delà de votre métier justement d'ingénieur? Alors, j'ai commencé par la création de contenu pour dénoncer la montée de l'extrême droite en France. Et puis, progressivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et puis, à la suite de ça, je suis devenu papa en 2024 et je suis devenu papa d'une petite fille. Et c'est à ce moment-là, lorsque je l'ai pris dans mes bras à la maternité, que je me suis posé beaucoup de questions. Quelle va être sa vie d'enfant d'immigrés en France? Est-ce qu'elle va connaître les mêmes obstacles que moi? Est-ce qu'on va lui demander et on va lui poser des injonctions, dans une société française à lui demander de s'intégrer alors qu'elle est déjà française et cetera? Tous ces questionnements, je me suis dit: «Je refuse qu'elle porte ce poids et donc il faut que je fasse quelque chose» et pour moi, l'héritage que je peux lui donner, c'est une écriture. C'est qui je suis, pourquoi je suis ici, qui étaient mes parents et pourquoi est-ce qu'elle est née dans un pays, qui est le sien, mais quelle est son histoire? Et donc avec cette écriture, j'avais besoin de lui redonner un morceau de l'histoire que l'éducation nationale ne lui donnera probablement pas. Et donc c'est comme ça qu'est venue effectivement cette envie, l'envie de devenir auteur et de poser, des mots, et en réalité, je n'ai pas de formation d'auteur. Je n'ai pas de formation d'auteur puisque comme vous l'avez dit, je suis ingénieur, mais écrire un livre en réalité, on a juste besoin d'une idée forte. Une fois qu'on a une idée On n'a forte pas besoin de formation, de toute façon pour être auteur. et vous voyez, ça, c'est une pensée limitante. Dire que, et j'en parle dans mon livre, dire que pour être auteur, bah, il faut une formation, il faut un réseau, il faut une maison d'édition. Je viens de le prouver. Je n'ai pas de maison d'édition, je suis auteur de 2 livres et il faut juste une idée forte et croire en ce qu'on écrit et à partir de là, tout s'est enchaîné. Vous avez cité, la naissance, de votre enfant. Donc écrire, c'est une manière de se réapproprier justement un récit, celui d'une génération, allez, disons-le, souvent mal comprise? Alors,
il y a 2 types de générations. Il y a ma génération à moi, les enfants d'immigrés des années 70-80 qui, eux, ont complètement été amputés de leurs, racines, leur histoire et donc quand on arrive à l'école en tant que franco-tunisien, nous enfants, on est français. On nous raconte pas autre chose, on est français, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on nous raconte une histoire, vos ancêtres les Gaulois, la colonisation, c'était une entreprise de civilisation et cetera, on sent bien que quelque chose ne va pas. Mais, heu, cette recherche-là, ça a été douloureux de la faire parce que c'était à nous d'aller faire des recherches, d'aller lire des auteurs, des historiens et même quand on faisait ça, on sentait qu'il y avait un problème, et qu'il y avait des barrages. Et donc aujourd'hui, notre génération à nous, elle a dû faire un effort qui était douloureux et long. C'était de se réapproprier sa mémoire. Voilà, se réapproprier sa mémoire et ça passe par 2 phases. Un, connaître l'histoire de sa famille, parce que si on ne connaît pas l'histoire de sa famille, on n'a pas de racines et ensuite connaître l'histoire de son pays d'origine. D'accord? Et ensuite, vous c'est très pertinent ce que vous venez de dire parce que, il y a une nouvelle génération qui est la génération Z qui, elle, leurs parents, c'est nous. Ou ce sont nos grands frères. C'est peut-être pas moi, mais ce sont nos grands frères. Eux, ils sont nés d'ailleurs dans les années 2000 avec des technologies, des moyens de communication et d'expression où ils n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission pour s'exprimer. Et donc, ils ont appris à dire non. Ils ont appris à utiliser les remarqueurs identitaires comme des leviers. Et eux ont une approche face à la discrimination qui est différente. Et donc, c'est la première fois qu'une génération ancienne va utiliser et s'inspirer des codes D'une nouvelle d'une génération. nouvelle génération. Et c'est ça qui est fantastique. Alors qu'avant, nous, on était S'imprégner des sacralisés nos parents. Est-ce que nos parents auraient fait la même chose? Si c'est pas le cas, voilà, on va faire attention. Alors que maintenant, c'est qu'est-ce que ferait la génération Z? Comment elle réagirait face à cette injonction? Et moi, je m'inspire beaucoup de la génération Z. Donc, c'est une très bonne question, en fait. Alors on va, un peu revenir, à vos essais. Donc votre premier essai en l'occurrence, donc il a marqué vraiment par, son sa sincérité et vraiment un ton très apaisé. Le titre lui-même, intrigue, hein, donc il entremêle 2 identités, qu'on oppose souvent. Mais dites-nous pourquoi, ce choix? Ce choix, il a été, déjà le titre, il a été choisi pour être percutant comme vous l'avez dit et hem, quand on quand on s'interroge sur ce qu'on est en France, quand on est enfant d'immigrés, on n'arrive jamais à poser une définition. On en a parlé aussi un petit peu en off, c'est est-ce qu'on est français? Est-ce que si je dis à un Français blanc: «Je suis français», est-ce que sur le plan cognitif, il va réagir normalement? Sûrement pas, peut-être que oui, peut-être que non et on n'arrive pas à définir ce qu'on est et le mot arabe et le mot français étaient, on va dire, symétricalement opposés. Mais en même temps, il y avait un trait d'union qui devait exister entre ces 2 termes et donc en le posant, je comprenais qu'en fait, j'étais un Français, mais avec une spécificité et qu'il fallait l'assumer et juste avec ce mot, ça m'a donné la base et le matériel pour écrire les idées fortes du livre. Et dans ce livre, ce que j'explique, c'est comment est-ce que les enfants d'immigrés ont réussi ou pas à déjouer tous les obstacles qui étaient tendus pour eux, sur eux, hein, pour tenter ou réussir. Et j'explique aussi, à un moment donné, que dans les années 2000, le racisme s'est transformé rapidement en anticommunautarisme ou, en islamophobie en France. Parce que c'était beaucoup plus vertueux pour les partis d'extrême droite d'exploiter ce segment. Et donc, c'est un livre qui est vraiment complet, un livre sociologique très complet, et voilà donc, c'est un livre qui C'est un livre qui parle de l'enfance, du langage, de la transmission. On sent vraiment cette volonté de réconcilier, ces 2 héritages plutôt que de les opposer. Donc, en lisant, votre livre, est-ce vraiment une plut on va dire que c'est une démarche, volontaire dès le départ, donc de réconcilier ces 2 héritages? il faut réconcilier ces 2 héritages parce qu'il y a pas d'autre projet que ça possible en France pour les enfants d'immigrés. C'est quoi le projet de l'extrême droite nous concernant?
on va nous déporter dans nos pays d'origine. On est français, nos enfants sont français, nos parents sont français. C'est Donc quoi? on est obligé de réconcilier, ces 2 histoires, ces doubles consciences, hein. Je crois que c'est Webb Dubois qui parlait de double conscience. La conscience que, l'image qu'on a nous, de nous-mêmes, mais c'est aussi celui que la société porte sur nous. Et donc, il faut absolument, qu'on se réconcilie avec l'histoire, l'histoire de la France, la manière dont on a vécu en France et qu'on comprenne pourquoi aujourd'hui on est autant, hem, pris pour cible en France malgré, 2 ou 3 générations, d'enfants d'immigrés, présents sur le territoire. Donc c'était important pour moi, à travers mes histoires, mes anecdotes, je raconte beaucoup d'anecdotes, j'ai fait beaucoup d'interviews de personnes, qui ont intégré des fonctions publiques et qui se sont vues mettre à l'écart, alors qu'elles avaient passé des diplômes d'État et cetera. C'était important pour moi que des lecteurs qui me ressemblent, avec la même identité que moi, posent des mots, posent un regard et se disent: «En fait, je ne suis pas seul à avoir vécu ça». Il y a un auteur qui raconte tout ce qu'on a vécu et il y a beaucoup de témoignages. Lié, Bien sûr, à votre livre. Et vous parlez justement de vertige. Pourquoi ce mot si fort? parce que quand j'étais petit, j'ai conscientisé rapidement la discrimination et le racisme. J'avais besoin, j'avais besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on était rejeté. J'étais assez, voilà, assez précoce et cetera au collège, et Vous avez ressenti, j'avais ressenti comme un vertige. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous arrivez en classe de sixième et qu'on vous classe, dans l'espace, de la classe, par ordre, de classe sociale, mais aussi par race, je vais vous raconter une histoire que je raconte dans mon livre. Quand je suis arrivé en classe de sixième, on était dans j'étais arrivé grâce à mes résultats scolaires en école primaire dans une des meilleures classes de 6 et le professeur d'histoire qui était notre professeur principal nous a demandé donc de venir et c'était le premier cours et il nous classait, c'était sa méthode, il nous classait par, de bon élève à mauvais élève dans l'espace. C'est-à-dire que quand vous étiez au fond de la classe, vous étiez, moins bien apprécié ou vous avez moins de chances de réussir et moi, le franco-tunisien et un franco-marocain, on était au fond de la classe. Mais il nous a jamais demandé quel était notre niveau, alors qu'on faisait partie des meilleurs des meilleurs. Et donc ça, c'était un système déjà discriminatoire dès l'entrée à l'école. Et nous, on l'a ressenti. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit: «C'est normal». On s'est dit: «Mais pourquoi?» Et on n'a pas eu de réponse. Et quand vous êtes un enfant, et que vous n'avez pas les armes, hein, mentales, psychologiques pour analyser ça et que personne vous l'explique, Ça reste dans un coin vous avez de déjà créé la charge raciale. Vous avez déjà créé de la charge raciale et des pensées limitantes que vous ne pouvez pas y arriver. C'est impossible et il faut vraiment une force, mentale, hors du commun pour les enfants d'immigrés, hem, pour, réussir et passer tous ces plafonds de verre. justement vous refusez, vous avez refusé de vous poser, en victime. Donc c'est une forme, c'est une résistance, on va dire, le fait de d'écrire, ces récits-là, c'est une forme de résistance. Parce que quand vous êtes une victime, vous avez un statut. La la victime, bah, c'est le faible, c'est de la faiblesse. Qui veut travailler avec de la faiblesse? Qui veut faire confiance à de la faiblesse? Est-ce que vous auriez envie de voilà? Par contre, quelqu'un qui n'a pas les possibilités, mais qui a envie d'arriver, vous voulez l'aider. Donc il faut plutôt utiliser, la discrimination et la charge raciale comme un moteur, plutôt que comme de la rancœur. Et ça, c'est vrai que, il faut il faut il faut le savoir, il faut l'apprendre et c'est ce que j'essaye de poser dans mon livre «Se libérer la de la charge raciale», qui est un livre de développement personnel et c'est pas facile de comprendre ça. C'est pas facile de comprendre que nos marqueurs identitaires, ils peuvent être une force. Aujourd'hui, si j'ai une grande communauté sur les réseaux, c'est parce que je suis franco-tunisien qui dénonce le racisme et j'ai trouvé un public qui se reconnaît dans ce discours-là et ça a été une force alors qu'avant, avant l'avènement des réseaux, c'était une faiblesse. Et voyez, on peut utiliser un tas de leviers pour exister grâce à ces marqueurs identitaires. Oui, vous m'avez, précédée pour reparler de votre deuxième essai, donc se libérer de la charge raciale. Donc vous y évoquez, un poids, invisible, cette conscience de la couleur, du nom, de l'origine, qui façonne parfois nos rapports sociaux. Vous venez de le dire. Donc si on vous demandait de définir justement cette charge, raciale, en quelques mots? La charge raciale, c'est ce poids invisible que ressentent,
toutes les personnes racisées qui vivent dans une société occidentale, c'est le poids qui leur fait croire, qu'ils n'ont pas leur place dans une société, qui les force à adopter un comportement pour rassurer un groupe de personnes non racisées ou une personne ou une société qu'ils pensent, à tort, ne pas être conçue pour eux. C'est tout ça la charge raciale. Je vous donne un exemple, c'est par exemple, vous allez dire: «Je ne vais pas passer ce concours d'État parce que je suis noir et arabe. Ça ne sert à rien, je ne serai pas pris». Ça, c'est une charge raciale. C'est par exemple quand vous êtes anxieux à l'approche d'un lieu de divertissement parce que vous êtes noir et arabe et qu'on risque de vous recaler alors que vous répondez à tous les codes vestimentaires, de tenue et de bonne conduite. C'est, la manière par exemple la manière dont vous devez vous justifier alors qu'il y a un fait divers qui concerne un, présupposé arabo-musulman à la télé et vous devez justifier devant un groupe de personnes racisées que vous n'adhérez pas à l'idéologie qu'on vous prête. C'est le soupçon permanent, qu'on vous fait porter alors que vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est ça la charge raciale et la charge raciale, juste pour finir, a une incidence sur le corps. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Aline Géronimus, dans les années 90, heu qui a mis en lumière l'effet du stress dû au racisme, notamment sur la communauté, afro-américaine, sur le corps. Le stress, voilà, l'anxiété et qui, vient s'inviter dans nos corps pour nous rendre malades. Manque de sommeil, obésité, fatigue, démotivation et c'est le corps qui réagit. Il faut savoir que, le corps n'oublie pas ce que l'esprit veut oublier. Il ressent ce que l'esprit veut oublier, donc il l'exprime et c'est ça la charge raciale et en fait, il y a beaucoup de personnes non racisées qui n'ont même pas conscience qui de ce que c'est et qui le vivent. Vous parlez, justement, vous appelez à un travail sur soi par rapport à cette, charge raciale, mais aussi à un changement collectif, du regard. Effectivement, les changements individuels, ils sont, très peu, visibilisés. Hem, En France, on a très peu de représentants des communautés, notamment arabo-musulmanes. Parce que la France ne souhaite pas que les arabo-musulmans s'organisent, juste pour un projet de société, par exemple. Qu'ils aient un représentant, qui puisse parler dans les médias et cetera. Donc, hem, ce que je souhaite, moi, par rapport à ce discours-là, c'est que, la représentation ne va pas venir d'un sauveur. On n'a pas besoin d'une personne aujourd'hui qui va nous représenter, qui va nous dire quoi faire. C'est la prise de conscience individuelle qui va, bénéficier à l'intérêt collectif et donc si chacun d'entre nous se dit: «Je peux faire un travail sur moi-même, je peux viser l'excellence, je peux, transformer mes enfants en élite», c'est comme ça qu'en fait, on se débarrasse de la charge raciale mais aussi qu'on aide, les communautés arabo-musulmanes en France à s'organiser. L'organisation, c'est pas attendre quelqu'un, un sauveur, qui va venir et qui va nous dire quoi faire. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui marche, c'est plutôt de dire comment Individuel. individuellement on construit quelque chose parce que on cherche l'excellence individuelle. Et alors nous avons parlé de vos 2 essais, au-delà, de la littérature, donc des livres, vous êtes aussi, nous l'avions dit, au début de notre entretien, vous êtes producteur et créateur de contenu. Donc pourquoi ce besoin, d'investir, aussi, l'image, la vidéo et le numérique? Alors, si on veut toucher, notamment des jeunes et des générations, qui ne sont pas des lecteurs. D'accord? Ils ne sont pas des lecteurs. Beaucoup de notre communauté Ne lis je parle, en France, je ne parle pas, ici, par exemple, j'ai découvert que les Algériens étaient des grands lecteurs. Mais en France, il est forcé de constater que notre communauté n'est pas reconnue comme une communauté de lecteurs. Fallait trouver des moyens de communication pour s'adresser à eux, via les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, mais aussi des émissions télé, qui, mettent en avant la réussite des enfants d'immigrés. Je rappelle qu'en France, la réussite des enfants d'immigrés est complètement invisibilisée. L'arabe français en France est invisibilisé dans les médias et c'est pour ça que j'ai créé un média et 2 émissions. L'émission s'appelle «Demain c'est loin», sur une chaîne communautaire qui met en avant la réussite des enfants d'immigrés. Cette émission,
elle invite essentiellement des entrepreneurs qui nous ressemblent et qui ont réussi. Des gens qu'on ne voit jamais dans les médias mainstream en France. C'est des personnes qui ne sont pas mises en avant, par les médias, en général. Mais c'est pas intéressant parce que le média a besoin de sensationnel. Il a besoin aussi, de désigner des boucs émissaires constamment et le bouc émissaire, c'est, l'arabe français, réel ou supposé, hein. Le musulman français, réel ou supposé, qui, sera, le bouc émissaire de tous les maux de la société. C'est à cause de lui qu'on a une dette de 3 000 milliards d'euros. C'est à cause de lui, que, les services publics sont déstructurés. C'est à cause de lui qu'il y a de la sécurité en France. On ne parle jamais de ce que les enfants d'immigrés apportent comme valeur et je voudrais aussi souligner quelque chose. La société et l'entreprise, et j'en suis moi-même témoin, hein, dans mon expérience professionnelle, elles sont intrinsèquement liées. C'est-à-dire que les enfants d'immigrés dans les sociétés, même quand ils sont diplômés, que ce soit des ingénieurs et cetera, connaissent des plafonds de verre et moi j'en ai connu l'expérience et les entreprises ont des biens conscients pour ne pas faire monter dans le top management des enfants d'immigrés. Et ça, elles ne savent même pas l'expliquer. C'est-à-dire que c'est un biais inconscient qu'elles ont, parce ce sont des humains blancs, imparfaits, et qui ne comprennent pas pourquoi elles ont des blocages à faire monter des personnes comme nous. Elles ont été matrixées, matrixées par la société OK. parce qu'elles pensent que les enfants d'immigrés ne peuvent pas être des décideurs, des bons stratèges et ne peuvent pas manager Reste des idées reçues, on est alors d'accord. qu'en réalité je fais moi-même ce raccourci, si vous me permettez. En réalité, les enfants d'immigrés qui ont réussi, ils ont passé toutes les barrières, tous les obstacles. Ils ont de la ténacité, de la résilience et ils sont encore là. Et ils sont prêts à aider une entreprise à manager sur un modèle méritocratique. Parce que qui connaît mieux la méritocratie que les enfants d'immigrés qui ont réussi? Ce sont les enfants d'immigrés. Donc, c'est contre ça que je me bats et c'est pour ça que j'essaie de mettre en avant les enfants d'immigrés qui ont réussi, qu'ils soient noirs, arabes, asiatiques. Et pensez-vous, qu'une nouvelle génération est en train justement, d'inventer un autre rapport à l'identité, moins crispé, on va dire, plus ouvert? C'est une très bonne question et la réponse est oui. En fait, cette génération ont créé des espaces d'expression. Ils n'ont pas besoin d'un média, ils n'ont pas besoin d'autorisation, ils n'ont pas besoin, d'une forte visibilité. Une communauté de 500 à 1 personnes, 1 million de personnes, c'est la même chose pour eux. Ils vont, créer des espaces d'expression dans lesquels ils peuvent échanger, débattre, critiquer, et s'exprimer et en fait, toutes ces micro-communautés, elles interagissent entre elles en réalité grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'on a des gens qui vont, switcher d'une communauté à l'autre, elles sont et les algorithmes vont c'est un défaut qui est parfois aussi une qualité, mais elles vont vous enfermer aussi dans, une proposition de valeur qui est communautariste, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens du terme, pour vous proposer, ben, d'autres groupes de discussion, de respiration, dans lesquels vous trouvez des gens qui vous ressemblent et qui ont les mêmes critiques de la société que vous. Mais toujours dans, ce qu'il faut privilégier, c'est la critique positive. C'est comment on fait pour réussir, pas comment on fait pour critiquer sans rien apporter derrière. Ça, ce n'est pas intéressant. C'est comment on fait pour déjouer les pièges de la société. Comment on s'organise pour déjouer les pièges de la société. Et c'est cette génération, cette nouvelle génération, notamment la génération Z, elle crée des podcasts, elle crée des contenus. Ce sont des jeunes qui ont parfois 500 Une 000, 1 génération 000 qui d'abonnés s'exprime, oui. et encore une fois, ils ont, créé leur capital seuls et c'est fantastique. Il y a des jeunes en France qui ont des audiences supérieures à celles de la télé. C'est fantastique et donc cette génération aujourd'hui, elle est extraordinaire et d'ailleurs même la télé vient les chercher pour les inviter, et vampiriser leur énergie. Donc je parle de la télé française, attention et là, je trouve qu'ils sont remarquables et moi je m'inspire beaucoup de cette génération. Et nous en parlions en off, par rapport, aux dernières, actualités, de politique. Peut-être, un mot par rapport à ça, monsieur, Malik Kamal? Alors, les dernières actualités politiques en France, c'est, la dénonciation de l'accord, de 1968, qui est une vraie coquille vide en réalité, c'est un amendement qui a été proposé par l'extrême droite pour,
encore une fois, stigmatiser, et pas que les enfants, d'immigrés, mais aussi, l'Algérie directement. Là, c'est l'Algérie qui est visée, mais encore une fois, c'est une coquille vide, parce que déjà, c'est quelque chose qui ne sera pas appliqué, et ça montre bien aussi, que, notre pays, en France, est en train de devenir un pays extrémiste. C'est-à-dire que c'est la première fois, qu'un amendement de l'extrême droite est voté, avec une adoption, au Parlement. C'est une première et ça avec des groupes qui ne sont pas d'extrême droite. Le groupe Horizon, Ah c'est un oui. groupe du bloc central, et donc moi je trouve ça extrêmement triste, comme ce qu'on renvoie à la France comme message et c'est un message, et je l'assume, qui est très médiocre parce que, hem, ces accords-là, au départ, c'était des accords de fraternité. C'était des accords pour renouer et se réconcilier. C'était un pas vers la réconciliation et aujourd'hui, envoyer un message comme ça, mais c'est juste catastrophique. Même si c'est pas appliqué, c'est catastrophique, par rapport à l'histoire entre l'Algérie et la France. Donc et ça, nous, on en subit aussi les conséquences. Moi, je suis franco-tunisien, mais je me sens concerné par ça parce que on est aussi visé quelque part. On nous envoie un message, on va durcir les relations. Donne l'exemple avec l'Algérie et ça s'applique, aux autres Et pays. ils vont durcir la relation et notre place dans la société. Mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, quel est le projet du Rassemblement national avec les enfants d'immigrés? Quel est le projet? Parce qu'il y en a pas. Il y en a pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants d'immigrés? On les prend, on les déplace. Il n'y a pas de projet viable avec, l'extrême droite et hem et ce genre de voilà, ce genre d'amendement, ça et puis d'ailleurs, ça jette une méfiance par rapport à la politique française. C'est-à-dire que quand vous avez des pays qui disent, bah, qui regardent la France et qui disent: «Bah, c'est comme ça que la France traite, des gens avec qui ils avaient des accords», est-ce qu'on va pas se tourner vers d'autres pays? Donc il faut faire très, très attention à la manière dont les Français traitent leurs partenaires. Parfait. Le la discussion est très intéressante, mais malheureusement, nous arrivons à la fin, de notre programme. Merci, d'avoir, été parmi nous ici, au cœur, du SILA. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Al 24 News.